Le chanteur Frédéric François est notre invité cette semaine. Frédéric François, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Alors, est-ce qu'on doit encore vous présenter ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Charlotte Dunbever, qui nous rejoint comme chaque semaine, s'est prêtée au petit jeu du portrait. Bonjour à tous et bonjour Fredo. Bonjour Charlotte. Cher Frédéric, ou plutôt cher Fredo, c'est comme ça que vous appellent les fans. Longtemps aussi, on vous a surnommé le chanteur de charme ou le chanteur d'amour. Oui. Parce que ce qui vous inspire, c'est l'amour universel. Et puis l'amour aussi de votre épouse, Monique. Votre infirmière à certains moments de votre vie, mais surtout votre socle au quotidien. Avec elle, vos 4 enfants et tous vos petits-enfants, on s'aime à l'italienne et on vit à l'italienne aussi. Le rendez-vous de la pasta dominicale, c'est incontournable. Ah, ça c'est incontournable, vraiment. On vous demande souvent, Fredo, quel est le secret de votre longue carrière ? Alors, si on devait répondre, ce serait peut-être ça, Fredo. Cette fidélité à votre histoire, à vos valeurs, à vos racines aussi. Vous, le petit immigré italien, doué d'un talent certain, qui rêvait d'un tricycle et qui s'est mis à 10 ans chanter sur les tables d'un café de Tiller, et puis pour finalement finir sur les scènes de Paris et même de New York. C'est exact. C'est bon ? On est dans le bon, Oui, Frédéric ? on est dans le bon, vraiment. C'est la vérité, c'est une belle histoire, mais voilà. Est-ce qu'on a là le secret de la longévité, c'est ça ? C'est les racines, en fait. C'est oui, ça participe. En tout cas, ça participe. D'être bien entouré, d'être bien épaulé, ça participe à la création. Donc quand je me mets au piano avec la guitare, je suis bien dans ma peau, je suis dans une maison où il y a des ondes positives, ma femme qui vient, dit qu'est-ce qui te ferait plaisir pour manger, peu importe. On en revient à la cuisine. Peu importe. Et donc voilà, cette ambiance-là fait que j'ai envie de créer, de donner le meilleur de moi-même au niveau de la composition. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a le talent, savoir ce que j'ai fait, ce que je dois faire, où je veux aller, avec qui je m'entoure, de quel parolier, de quel orchestrateur, pour que les chansons que je présente au public épousent l'air du temps et voilà, pour moi, le public a une oreille formidable et avec la mondialisation, je pense qu'ils savent très bien où vont les sons, où vont les orchestrations et tout ça. Donc mon travail à moi, c'est d'épouser l'air du temps. Mais je ne peux pas... trahir le public. Ma façon d'écrire restera toujours ma façon d'écrire, un peu comme un peintre. Tu vois, c'est l'habillage qui change. C'est vraiment ça. Alors, votre actualité, c'est évidemment votre nouvel album, en duo, où vous revisitez 19 de vos plus gros succès avec vos amis artistes. Je peux citer Jean-Baptiste Guégan, Benabar, Laurent Voulzy, Salvatore Adamo, Dave, Liane Folly ou encore Sandra Kim. Et à travers ces duos, vous invitez vos fans à redécouvrir vos plus gros succès. Je t'aime à l'italienne, Laisse-moi vivre ma vie, Juste un peu d'amour. Cette idée d'album, elle vous est venue comment ? Eh bien, ça a commencé avec l'album La liberté d'aimer. Et donc, nous étions en tête du hit parade avec Benabar. Et Benabar fait une émission, une interview avec un journaliste, et bien sûr, il relate l'événement. Il dit, vous êtes numéro 1 avec Frédéric François ou un ou deux, c'était l'un ou l'autre. Et là, Benabar dit, oui, j'aime beaucoup Fredo, je trouve que j'ai beaucoup de respect, j'aimerais tellement un jour faire un duo avec lui. Et voilà, le journaliste me rapporte cet événement pour moi. Je me dis, tiens, Benabar qui veut chanter avec moi, Je t'aime à l'italienne, parce qu'il avait dit que c'était que Je t'aime à l'italienne. Et donc j'ai appelé Bruno, parce qu'il s'appelle Bruno, et il m'a dit, voilà, moi, ça serait génial si je pouvais chanter avec toi, Je t'aime à l'italienne. Et à partir de là, je me suis dit, toutes ces chansons qui sont dans la mémoire collective et dans le cœur des gens, si voilà, j'appelle tous mes amis chanteurs, et là on fait
un album tout à fait, une production tout à fait particulière qu'on fait qu'une fois dans sa carrière. On ne fait pas 2 fois ça. Et donc, j'ai appelé tout le monde, et j'ai une équipe qui a appelé tout le monde, et tout le monde a répondu oui. Et justement, tout le monde, comment on les choisit, ces chanteurs-là? Parce que des chanteurs, il y en a bien plus que 19. Comment est-ce que vous dites, oui, lui je veux bien, mais lui je veux peut-être pas, parce que... Non, c'est toute une équipe qui s'est mise en route pour téléphoner. Voilà. Par exemple, pour Jean-Baptiste Guégan, je connaissais, mais vraiment, j'avais travaillé avec son producteur depuis 10 ans, 15 ans chez Sony, Philippe Rousseau. Et quand on l'a rappelé, il a dit, bah oui, on va faire un duo avec Jean-Baptiste Guégan. Le problème, c'était comment choisir la chanson qui allait correspondre à Jean-Baptiste Guégan. Et dans mon répertoire, il y avait une chanson qui s'appelle « Juste un peu d'amour » où, quand je faisais ma promotion, je disais bien « J'ai dédoublé le rythme du rock pour en faire un slow ». Et en fait, il y avait tous les ingrédients du rock dans cette chanson. Et quand Jean-Baptiste Guégan a écouté cette chanson, il m'a dit « Mais Fredo, t'as écrit cette chanson pour moi ? Attends, c'est mon style, c'est ce que j'adore le plus. » Et donc, il y avait tous les éléments du rock. Voilà, par exemple, Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que certains ont pu choisir leur chanson? Puisque, oui. on le dit, ça fait partie de la mémoire collective. J'imagine tout le monde se battait pour « Je t'aime » à l'italienne. Il y en a beaucoup qui l'ont choisi, oui. Mais là, j'avais dit trop tard. Benabar a choisi « Je t'aime » à l'italienne. Par exemple, Elsa Esnou, elle a dit « Moi, je chante Mon cœur te dit je t'aime » parce que le producteur Jean-Luc Azoulay adorait cette chanson et c'était une chanson majeure. La fille de Jim Benson a dit moi je veux chanter Laisse-moi vivre chérie. Voilà, je veux chanter Laisse-moi vivre ma vie parce que ma mère l'a chanté, ma grand-mère l'a chanté, toute ma famille. Jim Benson aurait pu venir chanter aussi sur l'album avec sa fille. Ça aurait été une bonne idée, ça. Ben oui, mais c'est Chirel qui la première est arrivée. C'est elle. Aussi, ça brasse large. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des chanteurs, on va dire, d'aujourd'hui, des chanteurs qui ont à peine 30 ans. Et puis, il y a des chanteurs beaucoup plus âgés, comme Laurent Voulzy et Dave. Voilà. Dave, d'ailleurs, qui était présent, si je me souviens bien, à vos 50 ans de carrière sur la scène du Grand Rex à Paris. C'est une longue amitié avec lui ? Oui, en fait, moi, quand je suis arrivé à Paris, et je faisais des émissions dans les radios, est arrivé Dave. Et Dave, quand on l'a contacté, il m'a dit « Moi, je vais chanter Quand vient le soir, on se retrouve » parce que ça me rappelle l'époque où je suis arrivé à Paris, où je t'ai rencontré. Cette chanson m'a marqué, quoi. Et donc voilà, j'essayais que chacun s'approprie une chanson qu'ils avaient vraiment envie de chanter. Cette amitié, elle est vieille de combien de temps avec Dave ? Depuis le début. C'est extraordinaire quand même. Oui, depuis le début. Avec Dave, depuis le début. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand même ? On se dit, regarde, ça fait 50 ans qu'on est dans le métier tous les deux, c'est quand même exceptionnel. Oui, mais Dave a toujours dit des mots gentils sur moi. D'ailleurs, dans cet album, il y a un livret où chacun a mis un petit mot et tout ça. Et Dave dit, voilà, si Fredo avait immigré aux États-Unis, si son grand-père était resté aux États-Unis, ça serait un Dean Martin ou ça serait ceci ou cela. Voilà Frank Sinatra, parce qu'il y a un parallèle entre vous et Frank Sinatra aussi. Il y a un parallèle entre vous et Frank Sinatra. Oui, c'est-à-dire que les gens peut-être ne le savent pas. Il faut le dire, mais il est intéressant ce parallèle. Toute la famille de Frank Sinatra est née dans ce petit village de l'Ercara où je suis né. Moi, je suis né au 116 via N et une rue plus bas, pas très loin, la via Elisabeth, est né le père de Frank Sinatra, le grand-père de Frank Sinatra, la grand-mère. Ils ont tous été baptisés dans l'église où j'ai été baptisé aussi. Et aujourd'hui, dans ce petit village, il y a 2 plaques commémoratives, celle de Frank Sinatra, bien sûr, The Voice, et une sur la maison où je suis né. Frédéric François. Voilà, ici est né. Qui a été inaugurée il y a 3-4 ans 3 Oui, ans avant le Covid. Oui, juste avant le Covid. C'était le 19 juillet, je crois. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Voilà. Et voilà, sur la plaque commémorative, il est marqué ici est né Frédéric François. Francesco Barracato, nome d'arte, le nom d'artiste Frédéric François. La fierté de la commune de l'Ercara, je t'aime à l'italienne. Donc voilà, c'est bien. Moi, je trouve ça impressionnant d'avoir une plaque commémorative de mon vivant. Habituellement, ce genre de plaque, mon Dieu, croisons les doigts.
On touche du bois. Arrive toujours après. Et donc voilà que le village de l'Erkara m'est mis à l'honneur. Je trouve ça formidable. Et donc, il y a aussi un musée, qui est le My Way Museum, où les gens, j'ai déjà reçu plein de photos, où les gens vont visiter l'Erkara. Et là, dans le musée, il y a Frank Sinatra et nous. Voilà, c'est bien. Et nous. Enfin, nous et moi. Mais j'ai toujours du mal à dire moi. C'est la famille Barakato. Je dis nous, oui, voilà. On parlait de Dave. Vous avez de ses nouvelles parce que, évidemment, il a eu un accident. Oui, un petit accident. Mais il est tombé des Il a enregistré le duo avant l'accident. Oui, avant. Oui. Il est tombé des escaliers. Voilà, mais il se remet très bien et je pense qu'il va refaire à nouveau une tournée et il va bien. Parmi les autres duos avec des chanteurs qu'on ne présente plus, il y a Laurent Voulzy. Et ce qui est intéressant avec Laurent Voulzy, c'est que vous dites que lui, aujourd'hui, n'arrête pas de dire « Mais Fredo, je te dois ma carrière. » Oui. Et c'est une histoire avec Souchon. Oui, mais... L'anecdote est magnifique. Des fois, il arrive des choses dans la vie. Donc voilà, Souchon dit qu'il m'a envoyé une chanson. À un moment donné dans le temps, il a envoyé une chanson qui était L'amour 1830. Je ne me souviens pas avoir reçu cette chanson. Est-ce qu'elle est allée au fan club? Est-ce qu'elle s'est perdue? Peu importe. Le producteur, n'ayant pas eu de réponse, dit à Souchon, Fredo ne répond pas, c'est toi qui vas la chanter. Et voilà, il fallait un orchestrateur. Et donc, ils ont fait appel à Lucien Voulzy pour faire l'orchestration. Voilà. Et chaque fois qu'il me voit, Voulzy me rappelle l'anecdote, il m'embrasse, merci. Tu t'imagines, grâce à toi, grâce à toi, la carrière que j'ai faite. Si j'avais chanté L'amour 1830, Souchon n'aurait pas fait ce succès. J'aurais fait ce succès. On n'aurait pas eu besoin de monsieur Lucien Voulzy pour faire les orchestrations et le couple ne se serait pas créé. C'est fou. Et donc, chaque fois, mais je peux le voir, 10 fois sur l'année, 100 fois, chaque fois, il m'embrasse et me dit « Merci Fredo, grâce à toi ». Je trouve ça génial. Vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, ce qui peut expliquer aussi la longévité d'une carrière, c'est bien choisir ses chansons, composer de bonnes chansons, savoir entendre ce qui est l'air du temps, sans pour autant se travestir, sans pour autant mentir ou trahir, au public. Ou vouloir se mettre à la mode, par exemple. Vous l'avez, voilà, exactement. Il y a une période, et ça vous l'avez souvent raconté, c'est intéressant pour la jeune génération, c'était la période du disco qui a un petit peu vous a mis de côté. Vous ne sentiez pas bien, vous ne trouviez pas votre place. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période-là, qui était le disco, je ne m'y retrouve pas, mais en même temps, il faut que je sois à la mode sans défigurer ma musique. Quelle leçon vous avez retenue de ça? On vit ça très mal. Parce que, voilà, vous vendez des millions de disques et toute une génération des années 70... sont balayés d'un coup. Les radios mettent à l'honneur le disco. Tout le monde ne parle plus que du disco. Et tout le reste n'a plus la place dans les radios. Moi, à l'époque, j'avais sombré dans une petite maladie qui s'appelait la spasmophilie. Voilà, ce sont des angoisses qui se répercutent dans le temps. Parce que je ne comprenais pas. On me disait, une émission, c'est annulé, les spectacles, il n'y en avait plus, le producteur était parti, voilà, et tout ça m'avait mis dans... On a difficile à le comprendre tout de suite. En fait, on s'en rend compte quand vraiment on tombe malade. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre en tant que musicien, c'était important. Comment se faisaient les succès romantiques ou dans les autres pays. Et en fait, la solution, elle était toute simple. Il suffisait d'abandonner les violons et tout ce qu'on mettait dans les années 70 pour se mettre au goût du jour, c'est-à-dire les boîtes à rythme, les samplers, les ordinateurs. Et j'ai compris ça tout de suite, vraiment. Je me suis dit, l'oreille du monde, ils ont des sons, ils ont des synthétiseurs, ils ont des boîtes à rythme. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour épouser l'air du temps, approprié de toutes ces chansons
de tous ces sons. Et j'ai commencé à faire des chansons comme, la première était Adieu sa mort, Aimer, On s'embrasse, on oublie tout, Mon cœur te dit je t'aime. Et quand je disais à Paris, j'ai enregistré Mon cœur te dit je t'aime, il n'y a pas de musicien. Alors on me regardait, on me disait, il n'y a pas de musicien? Mais comment t'as fait ça? J'employais les boîtes à rythme, les séquences, tous les sons, et j'essayais que les sons se rapprochent le plus des vrais instruments pour épouser l'air du temps et que les gens se retrouvent dans les rythmes, dans tout ça. Donc il y a eu Mon cœur te dit je t'aime à l'italienne, L'amour s'en va, l'amour revient. Toute la décennie 80, j'ai employé les sons du disco au service de la chanson romantique. Et cette période un peu plus noire ne s'est jamais reproduite dans votre carrière? Il n'y a plus jamais eu vraiment du doute, il y en a toujours chez un artiste, mais il n'y a jamais eu matière à réellement douter par la suite. Depuis cette période un peu noire, heureusement, ça ne s'est jamais plus arrêté. Et donc j'ai compris qu'il fallait se renouveler, il y avait une façon de se renouveler, sûrement dans les textes, sûrement dans les paroles, épouser l'air du temps dans les paroles aussi, dans les sons et musicalement. Mais comme je suis musicien, je dirige les orchestrateurs, je leur dis où je veux aller et je connais cette ligne rouge que je ne peux pas dépasser. Parce alors à ce moment-là, je me dénature et le public ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont une image de moi, ils m'aiment parce que je ne suis pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement, c'est ça qui fait la différence. C'est important. Ouais, vous êtes le seul à faire ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Personne n'a voulu essayer d'embrayer. Personne n'a essayé de copier Frédéric François. En fait, ça vient de l'enfance. Je crois que tout naît à l'enfance. J'ai été bercé par mon père qui, par nostalgie, bien sûr, chantait toutes ces chansons napolitaines à ma mère, que des chansons d'amour. Et moi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, je me retrouvais face à mon père les dimanches, parce qu'il y avait déjà la passe dominicale, et je voyais ce père qui chantait que des chansons d'amour, quoi, avec sa guitare, il laissait la porte ouverte pour que les gens puissent l'entendre, et donc j'étais bercé par ce genre de musique, comme Hallyday a sûrement été bercé par le rock. Il était dans une ambiance qui a fait de lui un rocker. Je veux dire par là, on ne s'invente pas chanteur romantique à 20 ans en disant « Ah tiens, moi je vais faire ce métier-là ». Allez, et on ne s'invente pas rocker. On l'est depuis... ça nous poursuit depuis l'enfance. Ça nous marque dans l'enfance. Et puis, ça se concrétise, disons, à l'âge adulte. Et en regardant mon père... Je me suis dit, parce qu'au début, j'avais fait des chansons, j'avais même pas fait des chansons, on m'avait obligé de reprendre des chansons qui avaient fait des succès dans d'autres pays, parce que, et je comprends, le producteur voulait amortir son investissement. D'accord. Mais ça marchait comme ci, comme ça marchait pas vraiment. Et c'est quand j'ai voulu, j'ai tapé du poing sur la table en disant, voilà, maintenant, c'est moi qui décide, je vais faire une chanson. J'ai appelé Marine Atria, je lui ai dit, voilà, tu vas me faire une chanson à la napolitaine, vraiment, des mots d'amour qui tapent dans le cœur et qui sont vrais. Et on a écrit, je n'ai jamais aimé comme je t'aime. Et à partir de là, waouh, tout a démarré, oui. Un autre duo dans votre album, on l'entend ici derrière nous, c'est celui avec Elsa Esnou. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec Elsa? Comme disait Charlotte, on a voulu toucher toutes les générations. Et donc quand on a téléphoné à Zoulé, qui est le producteur, elle l'a choisi directement, ou lui ou elle ont choisi Mon cœur te dit je t'aime, parce que c'est une chanson standard, mais je savais qu'elle avait un public d'ados. Et donc voilà, le fait de chanter avec plusieurs générations, et elle, qui a un public différent du mien, eh bien son public va écouter cette chanson, comme mon public va découvrir Elsa. Et on dit que c'est la nouvelle génération. Elsa, qu'est-ce que vous écoutez de la nouvelle génération aujourd'hui, vous? Quels sont les chanteurs de la nouvelle génération qui ont une petite trentaine d'années, une vingtaine, une trentaine d'années que vous écoutez? Moi, je suis comme Monsieur Tout le Monde. Voilà. Le petit déjeuner, ma femme met la musique. Et donc voilà, que ce soit Julien Doré, que ce soit, Vita, que ce soit Slimane, que ce soit une chanson américaine. Voilà, j'écoute
en fait, j'écoute tout ce qui passe à la radio et je prends ce que j'ai envie de prendre. Il y a des chansons populaires, il y a d'autres qui m'intéressent moins et d'autres où je me dis « Waouh, super le rythme, waouh, les sons extraordinaires ». Et donc, voilà. Et je me dis bravo, à partir du moment où ils font des tubes, ils sont dans le top et tout, moi j'applaudis parce que c'est un métier très difficile et quand ils arrivent à réussir, on leur souhaite de réussir longtemps. Plus difficile aujourd'hui le métier qu'il était il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans? Oui, peut-être, je sais pas trop. On pourrait analyser qu'avant, il y avait une ou deux radios qui avaient une, deux chaînes françaises ou trois chaînes françaises et une chaîne belge, par exemple. Et donc, c'était plus facile. Les gens ne zappaient pas à tour de bras, n'allaient pas regarder des séries ou des films ou ne regarder des variétés. Voilà. Donc, c'était plus facile, peut-être. Quand on faisait un Guy Lux, je me souviens, on passait chez Guy Lux, on présentait une nouvelle chanson. Le lendemain, 50 000 disques partaient sur un jour. C'était la folie. Ça veut dire que on touchait, je sais pas moi, 10, 15 millions de téléspectateurs. Voilà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est peut-être plus difficile. Mais il y a d'autres armes. Sûrement que les majors ont des armes sur les réseaux sociaux, voilà, le téléchargement, la mise en avant de certains artistes, parce qu'aujourd'hui ça va très vite. Ils mettent le paquet d'une mise en avant, mais surtout, et puis si ça fonctionne pas, hop, ils passent au suivant. C'est ça. Et donc c'est peut-être plus dur, parce qu'on ne fait plus les carrières qu'on faisait peut-être avant. Voilà, avant, on pouvait faire une longue carrière. Aujourd'hui, peut-être ça va et ça vient. C'est ça. Sauf certains qui se maintiennent, heureusement. Qui vont. Parce que, voilà, je pense à eux et je me dis, mon Dieu, comme c'est triste quand ils ne font qu'un tube, quoi. Et cette nouvelle génération, on en revient à Elsa. Elle a souhaité vous faire un petit mot et surtout nous révéler un petit truc un petit peu exclusif, là. Attendez. J'ai eu la chance récemment que Frédéric François vienne me proposer de chanter avec lui sur l'un de ses plus grands tubes, Mon cœur te dit je t'aime. Vraiment, ça a été une expérience formidable de pouvoir chanter à ses côtés. C'est un homme si gentil, généreux et vraiment plein de talent. Et je suis également très heureuse parce qu'il est venu tourner à mes côtés sur les mystères de l'amour et j'ai vraiment hâte de vous montrer tous ces prochains épisodes. En attendant, Frédéric, je t'embrasse bien fort. Oula, c'est une bombe, ça. Les mystères de l'amour, là. Vous devez nous en dire plus, là. Acteur. Merci, Elsa. C'est très gentil. Voilà, d'abord, bien sûr, on a enregistré cette chanson. Victoria vient de finir et tourner un clip. Votre fille. Ma fille. Et donc, le clip va être mis sur les réseaux sociaux très vite. Et voilà, Jean-Luc Azoulay m'a invité à faire partie d'une série, de la série Les Mystères de l'amour. Les Mystères de l'amour, c'est la suite de la suite de la suite d'Hélène et les garçons. Oui, donc, c'est ça. Toute une génération connaît et regarde encore aujourd'hui. Vous jouez votre propre rôle, oui, Frédéric exact. François. Okay. Est-ce que c'est la première fois que vous jouez dans une fiction? Oui, c'est ça. C'est la et donc, toute je joue fois mon propre rôle, c'est facile, mais voilà, il faut rentrer dans tous ces personnages qui entourent Elsa. Et voilà, il y a les dialogues. Voilà, c'était vraiment une première expérience, quoi. Ah oui. Et après donc, 50 ans de carrière, c'est la première fois que... Voilà, c'était la première expérience et c'était intéressant. Et vous connaissiez là, parce que toute une génération connaît, hein. Il y a Elsa Esnou, mais il y a Cricri Il y a d'amour, Cricri, et il y a oui. Hélène, Nicolas. Oui, Ça parlera à tout le monde, ça. Mais j'ai rencontré Cricri et puis voilà. Et donc voilà, j'ai tourné des scènes. Et puis c'est bien, mais c'est comme disait Elsa, Fredo, t'inquiète, c'est tellement facile. On fait 1, 2, 3, 4, 5 prises jusqu'à ce qu'elles soient bonnes, quoi. Et donc, une fois les caméras sont sur toi, une fois ils sont sur les autres, et voilà, et tu joues ton rôle. Moi, j'avais un synopsis bien défini, avec des mots à dire précis. Vous en souvenez encore ? Vous vous souvenez encore des répliques ? Oui, voilà. J'arrive, bonjour, voilà, je suis devant
de la série qui joue un rôle un peu bêta, à qui je dis, vous pouvez me dire où se trouve le studio? Ben oui, c'est par là. Voilà, on ouvre la porte, merci mademoiselle, je rentre dans le studio, bonjour tout le monde, et puis ça commence, voilà, je suis le producteur de Elsa, enchanté, voilà. Ah, vous êtes son mari, vous en avez de la chance. Ça s'écrit cri d'amour. Oui, vous en avez de la chance, hein. Et voilà. Elsa est quelqu'un de formidable, voilà. On verra ça très vite, ça passe sur TMC chez nous, on va le voir très bientôt. Et ces sitcoms dans les années 90, vous les regardiez, vous voyez de quoi il s'agissait? Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça, vous regardiez? Le miel et les abeilles. En tournée. Nous, on regardait. Ah, vous regardiez? Ah, nous, on était des enfants à l'époque. Oui, mais j'ai sûrement regardé un épisode ou deux, voilà, mais avec le métier que j'ai, tout ça... Peut-être vos enfants. Oui, ce sont vos enfants qui regardaient. Les enfants qui regardaient, mais je connaissais bien Hélène et les garçons. J'avais fait partie des émissions aussi de Dorothée, même avant. Le Club d'eau. Oui, j'avais chanté avec Dorothée. Bien sûr. Je me souviens avoir chanté avec elle. Et donc, j'avais participé à son émission. Troisième extrait que l'on va écouter de votre album, c'est celui avec Benabar. Je t'aime à l'italienne. Alors, on le disait tout à l'heure, Benabar, c'est lui qui est un peu à l'initiative de l'album. Oui. Il est italien, Benabar, c'est Bruno? Bruno, oui. Donc entre vous parlez français ou italien ou... Je lui ai demandé s'il parlait italien, s'il parlait sicilien, s'il parlait napolitain. Il m'a dit non, pas du tout. Mais voilà, je suis bien d'origine italienne. Et donc voilà, quand on s'écrit, moi je l'appelle Bruno. Et lui, il me dit cher Francesco. Et donc voilà, c'est marrant. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois. Quand j'étais en studio avec lui, mon but premier était, avec beaucoup de bienveillance, essayer de le diriger, parce que c'est pas mon métier de diriger quelqu'un, une star. J'essayais de le faire rentrer dans mon monde et de garder vraiment son identité. C'est ce qui n'est pas facile. Sans dénaturer en plus les chansons qui sont des classiques. Voilà, pas dénaturer les chansons et le faire rentrer dans mon monde et lui dire voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété cette chanson-là. Tu l'interprètes comme toi, tu en as envie, mais tu gardes ce tempo et cette façon... La ligne mélodique, évidemment. La ligne mélodique et tout. Oui. On parlait tout à l'heure de Jean-Baptiste Guégan et je suis retombée sur une interview qu'on avait faite d'ailleurs tous les deux, je pense, où vous disiez que à l'époque, quand Johnny venait on pense Jean-Baptiste Guégan, on pense Johnny. Quand Johnny venait en Belgique, c'était à la folle époque, je pense, à l'époque où on faisait beaucoup la fête, il vous appelait à chaque fois. À chaque fois. Et vous appelez pour faire quoi? Non, il m'appelait à chaque fois. Pourquoi? Parce que Constant de Fourny, qui était mon manager, s'occupait de Hallyday sur la Belgique. Et donc, il venait au Forum. Et donc, chaque fois qu'il venait... chaque fois qu'il venait à Liège, au Forum, après le spectacle, c'était recta. Le coup de fil, il fallait que j'aille manger avec eux. Et on allait dans un restaurant qui s'appelait Les Cahiers. Je ne sais pas où ça se trouvait, dans une petite rue. Je ne sais pas s'il existe encore. Je sais pas. En tout cas, et on passait la soirée avec Hallyday. Et il m'est arrivé où j'étais grippé, où j'étais pas bien, et je disais non, aujourd'hui je suis désolé, je sors pas parce que je me sens pas bien. Le coup de fil n'arrêtait pas. Il lâchait pas tant que vous n'arriviez pas. Il ne lâchait jamais, jusqu'à ce que j'arrive au restaurant. Ça, c'était la belle époque. Est-ce que tout ça, ça a changé finalement? Est-ce qu'à l'époque, on sortait beaucoup entre artistes, on aimait bien faire la fête entre artistes? Vous n'êtes pas non plus gros des sorteurs, Frédéric? Par rapport à Johnny, par exemple, paix à son âme. Non, mais moi, j'ai d'autres valeurs. Quand je suis à Liège, je vais pas sortir. Je retrouve ma petite famille et je redeviens le papa. Et donc, et en tournée, on n'a pas le temps de sortir. Sauf spectacle... Johnny, il avait le temps. Lui, c'était son truc. Voilà, lui, c'était son truc, les sorties et tout le reste. Mais voilà, moi, quand je suis en tournée, quand j'ai fini à minuit, je rentre dans ma chambre, minuit et demi, 1h du matin. Waouh! Et j'ai intérêt à me reposer parce que le lendemain, je repars refaire 200-300 kilomètres pour aller à nouveau chanter. Et donc, si je passe la nuit, la voix en prend un coup. Si je bois, la voix en prend un coup. Et donc, je ne bois pas. Et donc, j'essaie de me reposer pour être en forme pour le public. Pour moi, c'était une forme de respect envers le public. Mais peut-être que lui,
le fait de sortir, de boire et de vivre à 200 à l'heure, c'est ça qui lui donnait son énergie. Et c'était ça qui lui donnait son énergie. Ça ne changeait pas sa voix. Peut-être au contraire. Sa voix était toujours là et toujours aussi présente. Eh bien, cette hygiène de vie explique certainement la longévité de votre carrière. 50 ans, c'est énorme, avec un amour inconditionnel de vos fans depuis tout ce temps. C'est finalement la deuxième thématique que nous allons aborder dans cette interview avec vous, Charlotte. Les fans, Frédéric, c'est évidemment, on n'a pas de carrière si on n'a pas de fans. Alors c'est dire combien vous en avez. Bien sûr. Et merci. Et c'est surtout un phénomène exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui on ne vend plus beaucoup de disques. Vous devez faire partie des rares artistes qui en vendent encore. Parce que l'objet physique est important pour vos fans. Ce sont des collectionneurs. Voilà, j'en discutais dernièrement encore avec la maison de disques. Voilà, moi j'ai un public qui veut offrir l'objet à sa maman, qui veut faire plaisir à une amie, qui veulent faire plaisir, qui veulent collectionner, qui veulent garder les photos, les livrets, les paroles et tout. Et voilà, c'est pas un public qui télécharge. On y arrive petit à petit, mais la majorité, c'est vraiment le produit le physique. Et donc, on vend encore beaucoup de disques comme ça à nous. Ce qui est mieux. Tout le monde, chaque artiste en rêverait de ça. Oui, et donc je me maintiens toujours et je garde le cap dans cette direction. Mais c'est bien. C'est bien. Et j'essaie d'analyser pourquoi, comment. Et dernièrement, j'ai fait une dédicace parce que cet album, c'est un album particulier, donc j'ai fait une dédicace. Il y avait des milliers de personnes. C'était dans le nord de la France ? Oui, dans le nord de la France. Il y a eu des photos sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et je suis en face de ces personnes et je les écoute et je comprends. Je suis venu avec maman, si pour son anniversaire, ceci et cela. Oh, ma maman n'a pas pu venir, ou ma grand-mère n'a pas pu venir. Vous pouvez pas lui dire un petit mot en FaceTime. Et donc bonjour, bonjour Charlotte, vous allez bien? Bon anniversaire, j'espère vous voir un jour en spectacle. Il y a quelque chose d'affectif. C'est très difficile à définir. Il y a l'affectif qui joue. Comme si je faisais partie, depuis très longtemps, de leur vie. La grand-maman, la maman, la fille, la petite-fille. Comme si ça se transmettait de génération en génération. Et ces chansons-là ne sont pas simplement qu'une petite chanson. C'est une chanson qui a des points de repère, qui les ont bercés, qui les ont... en fait, ça les relie à leur maman ou à leur grand-maman, ou je sais pas. Est-ce que vous les reconnaissez, ces fans, certaines de vos fans? Vous les reconnaissez quand vous les croisez à la sortie des concerts ou en séance de dédicace? Il y en a certaines, vous dites, mais je vous ai vu il y a 2 jours. Ça arrive? Très peu. Vous êtes peut-être pas physionomiste. Il y en a qui sont très fidèles et qui viennent partout. Dans une tournée, par exemple, si on a... elles me disent où? J'ai déjà acheté mes 10 places pour 10 concerts différents dans toute la France. Waouh! Et donc, on les retrouve. Mais quand je suis en contact avec elles, ça ne peut être que lors d'une dédicace, comme un événement. Elles veulent la dédicace, elles veulent se mettre près de moi, elles veulent me toucher, elles me merci d'exister, elles veulent faire une photo, elles veulent me voir. Je vous ai jamais vu depuis 20, 30, 40 ans. C'est la première fois que je vous vois. Waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, ce sont des mots qui touchent. Et il y a certains de vos fans qui ont même votre visage tatoué. Sur j'en ai encore revu. C'est le plus extrême, ça. La semaine dernière. Et je lui ai dit, bravo, il est magnifique le tatouage. Il était ressemblant. Il vous ressemblait bien. Oui, lui, il était bien. Mais voilà, il y en a beaucoup. On les avait répertoriés dans le Fredo Mag, toutes ces tatouées. Il y en a beaucoup sur le bras, il y en a beaucoup sur l'avant-bras. Il y en a qui mettent la dédicace simplement. Une s'est fait tatouer sur les mollets parce qu'elle m'a dit, voilà, au moins ça va se voir. Ok. Ça va, ça reste encore un endroit correct. Donc, voilà.
La première fois, ça vous a un peu dérangé de voir votre visage tatoué? Mais non, la première fois que j'ai appris ça, c'était lors d'une émission sur la France où la femme venait tatouer Frédéric François et le mari venait tatouer Hallyday. Et donc, en fait, il y a ce parallèle avec Hallyday. On dirait que les maris adore Hallyday et les femmes plus romantiques Frédéric François. Et donc voilà, elle venait dans l'émission et elle disait d'ailleurs l'émission, je ne vais pas la citer, ouvrait la porte et il y avait un mur Hallyday et un mur Frédéric François. Quand ils sont allés dans la chambre, il y avait le coussin Hallyday et le coussin Frédéric François. Voilà, dans leur salon, il y avait tous les gadgets de chacun, les produits dérivés qu'ils collectionnent. Elle faisait des kilomètres à vélo pour aller acheter la pièce rare, quoi. Waouh! Nous, artistes, ça nous dépasse, mais quel rôle on a joué dans leur vie pour que, à un moment donné, on ait cette importance et on compte vraiment pour eux. Et on occupe leur espace de vie, en fait. Et alors je me dis, voilà, elles se lèvent le matin, peut-être qu'elles écoutent Je t'aime à l'italienne, Mon cœur te dit je t'aime ou mes chansons, et ça les met de bonne humeur toute la journée. Peut-être qu'elles ont eu un problème dans la vie un jour, et elles se sont raccrochées à l'idée ou à moi, par exemple, et voilà, la médecine a fait son œuvre, et quand elles sont sorties de leurs problèmes, elles nous vouent Et vous parliez des produits dérivés. C'est important aussi, les produits dérivés, parce que vous faites partie, encore une fois, des rares artistes à avoir beaucoup de produits dérivés. En tout cas, on peut avoir une trousse de toilette avec Frédéric François, on peut avoir un essuie de bain, etc. C'est encore très, très important aujourd'hui de pouvoir offrir, ça s'achète évidemment, mais de pouvoir offrir ça comme autre cadeau aux femmes. Je ne suis pas le seul. La reine d'Angleterre, quand vous allez à Londres, il n'y a que ça. Oui. Mais c'est le seul moyen de l'avoir sur la famille royale. Parce qu'elle ne donne pas encore de concert. Tu vois ce que je veux dire? Bien et donc sûr. Voilà. Frédéric François est donc la reine d'Angleterre de chez nous. Non, je n'ai pas dit que c'était la reine d'Angleterre, mais je prenais la reine d'Angleterre. Mais je prends Presley. Bien sûr. Presley, depuis qu'il n'est plus là, il n'a jamais autant vendu et de disques et de produits dérivés, quoi. Comme si, à l'idée aussi. Il y a des images, il y a des visages, il y a des personnages qui se vendent. Voilà, ils veulent avoir la photo dans le salon, ils veulent avoir des bracelets, ils veulent avoir le parfum, ils veulent avoir un poster. Vous avez un parfum, Frédéric? Oui. Il y a même un parfum, Frédéric François. Qu'est-ce qui se vend le mieux dans les produits dérivés? Vous savez? Je ne sais pas ce qui se vend le mieux, mais à mon avis, les photos surtout. Les photos, mais il y a tout. Ah oui, il y a même des gens qui s'en occupent, et c'est important d'avoir une eau de toilette, mais une bonne eau de toilette, parce que c'est dangereux. À un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va dire « Ah, mais c'est quoi ton parfum? C'est génial. » Oui. Ah ben c'est... On vous a déjà proposé de mettre votre visage sur un produit dérivé, mais c'était pas possible parce que c'était soit vulgaire, soit vous n'en vouliez pas. On pourrait réfléchir, je sais pas moi, pas une petite culotte, mais des choses comme ça. On vous a proposé ça, Frédéric? On pourrait imaginer, ça pourrait être vendeur à un moment. Charlotte, vous avez beaucoup d'imagination. Ah, j'allais dire, je pensais que vous alliez dire, on vient de penser à quelque chose. Allez, là. des caleçons américains peut-être. Ah non, je vais sur votre idée, des trucs humoristiques. Ça, ce serait marrant. Pas mal, on y Viens te réfléchit pour la perdre dans mes prochaine bras, tournée. on s'embrasse, on oublie tout. Mon cœur te dit je t'aime, tu vois, laisse-moi vivre ma vie. Est-ce que Monique serait d'accord avec ça? Non, voilà. Est-ce que Monique serait d'accord? Non. On ne va pas jusque-là, bien sûr. On ne va pas aller jusque-là. Si je cite le nom de Monique, le prénom de Monique, oui. C'est parce que je pense, Charlotte, que vous souhaitiez aussi aborder oui, on Monique, parce qu'elle occupe chez vous, évidemment, une place très, très importante. On l'a dit, pas de Frédéric François sans Monique. Non. C'est le socle. C'est la bonne définition, c'est l'infirmière quand il y a besoin, mais c'est le socle toujours. Non, pas seulement l'infirmière, non, c'est tout. C'est le socle. Tout, c'est le socle. Attention, elle a une place capitale dans ma vie. Je n'aurais jamais écrit ce que j'ai écrit, et je ne serais pas ce que je suis si elle n'avait pas été là. Elle est la première à m'avoir encouragé. Elle est la première. Écoutez ça, Frédéric. Est-ce que vous reconnaissez ?
Alors c'est quoi ça, Frédéric? C'est vous qui allez expliquer cette chanson I Love You, je t'aime, je pense. Voilà. Chanson I Love You, je t'aime. Moi, j'allais au conservatoire et j'adorais, je faisais de la déclamation, de la phonétique et tout ça, et j'adorais, bien sûr, réciter. Et je me suis dit, je vais faire un disque où je parle. Et en fait, c'est le premier disque qui a marché, où je parlais. Les disques où je chantais avant n'avaient pas vraiment fonctionné, mais celui-là, parler, il avait fonctionné. Il faut dire qu'il y avait un bateau pirate qui était hors des eaux territoriales belges et qui diffusait la musique à fond l'été sur toute la côte. Il y avait plusieurs radios. Il y avait une anglaise, il y avait une hollandaise, il y avait une belge, Radio Amigo. Et avant d'enregistrer ce disque, bien sûr, il me fallait une choriste. Pourquoi? Parce que le seul moment chanté, c'est I love you, I love you. Et on répondait I love you. Alors, te quiero, te quiero. Et alors, il me fallait une choriste. Ah oui. Et donc, ma femme. Et voilà. C'est la première et dernière fois qu'elle est apparue sur un enregistrement. Oui, c'était la première et la dernière fois. Et donc, c'est elle qui disait I love you, te quiero, ti amo, je t'aime. Elle a plus voulu le refaire après. Moi aussi, je t'aime. Et donc, c'était génial. Elle a plus voulu le refaire après. Monique, vous l'avez reproposé de faire quelque chose de temps en temps ou pas? Non. Non. C'était pas son truc. Voilà. Dans les soirs de Noël, les soirs de fête et tout ça, des fois, on fait des karaokés. Et voilà, nous avons notre chanson. Ma femme a la même voix que Jean Birkin. C'est bien. Et donc, un compliment. Les enfants se moquent de nous et ils disent « Papa, maman, et si tu nous chantais Je t'aime moi non plus ?» Et vous le faites, c'est chouette les fêtes de famille chez vous. Oh mais je t'aime moi non plus et c'est parti. C'est chouette. On parle de Monique et on parlait des fans avant et tout le monde se mettra un petit peu à la place de Monique en se disant dans les années au début de votre carrière et même peut-être encore aujourd'hui, quand les fans peuvent être très pressantes ou en tout cas essayer de vraiment agripper des bouts de veste de Frédéric, etc., essayer de sauter sur Frédéric François, comment elle a vécu ça, de voir son mari avec plein de fans énamourachés, folles de lui. Il paraît qu'il y a des fans qui campaient devant votre maison parfois pour avoir une photo. Comment on vit ça? Je me suis posé la question bien souvent. C'est pour ça que je dis souvent, c'est elle qu'il faut applaudir. Waouh, est-ce que beaucoup de femmes auraient supporté tout ça, hein? Elle a supporté. Quand j'étais pas là, elle était capitaine à bord. C'est elle qui s'occupait de tout, des enfants. Voilà, elle s'occupait de moi. Et donc, bien souvent avec beaucoup d'humour, des fois elle disait « Waouh, je suis fière que tu aies un public féminin. » Mais voilà. Peut-être qu'elle a dû souffrir, sûrement, mais elle ne l'a jamais montré. Et encore aujourd'hui, elle m'encourage. Si voilà, pas que je déprime, mais voilà, une inquiétude ou un truc, c'est elle la première à dire allez. Relève-toi. Relève-toi. Le public a besoin de toi. On a tous besoin de toi. On a tous besoin de toi. Il paraît que quand vous vous êtes rencontrés, elle vous a dit toi, tu dois être un joli cœur, alors que vous étiez complètement timide, il paraît. J'avais lu ça. J'ai lu ça. Elle pensait que vous étiez un joli cœur alors que vous étiez plutôt très, 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 très timide quand vous étiez plus jeune. En fait, je sortais pas. Pour sortir, il fallait que je dise à ma mère « Maman, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je vais sortir. » Donc, je ne sortais pas. Je savais dans quelle famille j'évoluais et donc ils payaient déjà tous les cours au conservatoire et tout. J'allais pas le samedi, dimanche, même quand les copains me disaient « On va au cinéma », j'allais pas dire à ma mère « Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour aller au cinéma ?» et tout ça. Donc, je ne sortais pas. Et donc, c'est elle qui est venue vers moi. Parce que moi, j'étais sur mon petit muret, où j'habitais au-dessus à Tiller, et j'allais au conservatoire. Et donc, il y a des jours où, voilà, j'allais l'après-midi. Et donc, ce jour-là, elle faisait le ménage chez elle. Elle est sortie, elle faisait les vitres et
Et à mon avis, elle a vu que j'étais sur le petit muret avec ma guitare, et elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu chantes ? Qu'est-ce que tu joues là ? Je dis, voilà, je compose des chansons, et j'espère un jour faire un disque. Hein. Et elle m'a dit, waouh, mais c'est génial ce que tu fais. Tu dois jamais arrêter. Tu dois vraiment y foncer, et tu vas voir que tu vas réussir. C'était la première femme qui venait vers moi. En fait, oui, j'avais eu quelques petites amourettes comme ça. Elles m'ont toutes laissé tomber. Ah bon ? Oui. Elles l'ont peut-être regretté après. Je ne sais pas si elles l'ont regretté. Parce qu'entre elles disaient, oui, on l'a vu sourire à une telle, on l'a vu ceci, cela. D'où elle pensait que c'était l'histoire du joli cœur. Voilà. Mais non, j'étais un garçon timide. Je savais même pas comment aborder les choses. Et donc voilà, c'est elle qui m'a mis en confiance, en fait. Et sûrement qu'elle a remarqué que j'étais pas comme les autres. Hein, parce qu'elle faisait partie d'une bande, et moi je faisais pas partie de cette bande-là. Moi je passais avec mes partitions, mes cahiers de musique, mes cahiers de déclamation, et j'allais au conservatoire. Et donc voilà. Donc un jour elle m'a dit, tu sors pas, est-ce que tu veux pas venir à la GOC ? C'était la jeunesse ouvrière catholique. C'est le curé de Tiller qui organise un truc. Voilà, tu viens, on ne paye pas, et on peut danser, on peut boire un coca, on peut boire un verre. Je dis, allez, je viens. Et c'est comme ça que c'est parti. Et là, premier baiser, premier frisson, premier coup de foudre. Et ça s'est jamais envolé. Et depuis, on est là. Est-ce que votre côté sicilien, est-ce qu'il s'exprime par un certain machisme ? Est-ce que quand même vous êtes encore un peu macho, Frédéric ? Parce que quand même, il faut le dire, vous avez quand même dit à Monique, ne t'occupe de rien, je vais travailler, tu vas rester à la maison. C'est quand Gloria est née, je pense. Quand Gloria, votre première fille, est née, vous vouliez qu'elle soit à la maison avec votre premier enfant. Pas... Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de dire je vais gérer, mais toi tu t'occupes de la maison et des macho. enfants ? Non. C'est quoi ? C'est pas un côté macho. Moi je vais vous dire la vérité. En fait, on se marie et moi je fais quelques balles de temps en temps. Et donc j'ai pas les moyens. Et elle avait un boulot. Elle travaillait. Et donc il fallait payer une maison. Louer une maison, il fallait tout ce qu'on a besoin dans la vie quand on s'installe à deux. Et donc c'est elle qui travaillait, et moi je ne travaillais pas. J'étais à la maison, je faisais la cuisine. Pour quand elle rentrait, les rôles étaient inversés. Et quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, pardon. L'émotion. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, et je me suis dit, voilà, ma femme est enceinte, je commence à gagner de l'argent, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus le droit de la faire travailler parce qu'elle va s'occuper de l'enfant, et c'est moi qui vais travailler. Voilà, c'est pas le côté... C'était pas le côté macho italien. Mais est-ce que vous l'avez, ce côt-là, alors, pour rigoler un petit peu, Frédéric ? Est-ce que vous l'avez un peu, le côté macho ? Oui, mais le sang qui coule dans les veines siciliens reste toujours. Mais voilà, souvent je dis, je suis un macho moderne. C'est-à-dire, vous faites encore la cuisine ? Je suis déjà venue, j'ai la chance, je suis déjà venue à la maison. Oui. Mais est-ce que vous faites encore la cuisine ? Moi, c'est toujours Monique qui a fait à manger. Mais vous avez remarqué que c'est moi qui goûte les pâtes, oui. C'est moi qui goûte la sauce, et c'est moi qui dis quand il faut arrêter la cuisson. Mais ça s'appelle inspecteur des travaux finis, ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pendant que les spaghettis se cuisent, c'est moi qui mets la table, c'est moi qui mets les assiettes, c'est moi qui mets les cuillères, les fourchettes, les serviettes, c'est moi qui mets les verres, l'eau, tout ce qu'il faut. Voilà. Un vrai travail d'équipe. Oui, un travail d'équipe, et j'allais dire un parfait petit homme au foyer, presque. Voilà, donc je participe comme je peux quand je suis là, parce que je suis pas tout le temps là. Mais vous aimez être là, à la maison. Vous êtes quand vous êtes chez vous, la scène ne vous manque pas quand vous êtes à la maison. Souvent, les artistes disent que la scène leur manque. Oui, la scène peut nous manquer, c'est vrai. Mais soyons raisonnables et soyons. La vie, elle passe tellement vite. Donc, le temps passe très vite.
Est-ce que vous passez toute une vie à courir après quoi? Et vous laissez votre femme, vos enfants, et vous vous occupez que de votre métier? Ça me va pas trop, moi. À un moment donné, je dois me dire, je dois m'occuper de ma femme, il faut que je sois présent, le papa doit être présent. Et donc, je suis content quand je suis présent. Et ça me manque pas. Mais, puis il y a l'obligation d'aller faire les tournées. Mais je savoure le temps où je suis à la maison et j'essaie de le vivre pleinement. Et de dire à ma femme, allez, aujourd'hui, je t'emmène au resto. Aujourd'hui, on va au cinéma. Aujourd'hui, voilà. Vous avez toujours dit, en tout cas jusqu'à présent, que vous feriez comme Charles Aznavour, aller jusqu'au bout. Charles Aznavour, il est presque mort sur scène, façon de parler. C'est-à-dire, vous voudrez toujours chanter, que chez vous, il n'y a pas une part de votre personne qui se dit, à un moment, je vais arrêter. Ce ne sera pas volontaire, ce sera comme ça, la décision d'arrêter ne viendra pas de vous. Je ne sais pas. On a une passion et donc on va aller jusqu'au bout. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le temps qui passe, est-ce que ma femme, je pense à elle, n'a pas le droit de profiter de la vie? Est-ce que le temps qu'il nous reste, on ne devrait pas en profiter beaucoup plus et se dire, pas arrêter, mais s'organiser pour dire, voilà, je travaille à ce moment-là et tout ce temps-là, je te le consacre. En fait, des fois, on arrive à un moment de la vie où le temps est précieux. Le temps c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Qui manque. Le temps manque. Oui, le temps qui manque. Et donc, voilà, on change de caractère, on vit autrement. On se serre dans les bras, on se dit plus souvent je t'aime. Voilà, si je sors pas vraiment, s'il y a du soleil, allez viens, on va faire un petit tour de maison. Voilà, on essaie de profiter de tous les moments présents, avec les enfants aussi, comme si on voulait laisser un bon souvenir, et ce temps qui nous reste et qui nous est donné, le vivre pleinement. Mais, je dis souvent que j'ai deux amours, ma femme et le public, ma famille et le public, mais c'est pas une raison pour délaisser le public. On peut, comme je disais, je m'organise, un temps pour les spectacles, un temps pour la composition, et un temps pour les vacances, pour les petites sorties, pour que on se dise, on n'a pas raté notre vie, quoi. Merci infiniment, Frédéric. Frédéric François était notre invité cette semaine. On rappelle la sortie de votre album En Duo qui revisite vos plus gros succès avec plein de duos originaux aussi sympathiques. À découvrir donc En Duo, le nouvel album de Frédéric François. Merci à vous, à très bientôt. Merci à vous, merci Charlotte.